Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Diffusés tous les jours de 10h à 11h, du lundi au vendredi, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Bertrand Chaumeton, avec Jacques Hubert à la technique et préparés par Jeanne-Marie Roux, Avril Ventura, Mathilde Unger, Geneviève Méric et Adèle Van Rett. Adèle qui vous donne rendez-vous tout à l'heure comme tous les jours à 10h50 pour le journal des nouveaux chemins où elle recevra David Moscovici, éditeur d'un livre important et indûment méconnu intitulé 1942 Convoi numéro 8. Suite et fin déjà ce vendredi d'une semaine sur Aristote dans les nouveaux chemins de la connaissance. C'est la première du genre mais pas la dernière. Après Frédéric Werther venu lundi vous parler du caractère, Bernard Sicher venu mardi vous parler de Dieu, Annick Stevens venu évoquer la physique aristotélicienne, Francis Wolff et la politique d'Aristote, c'est Anne Merker que nos auditeurs ont déjà pu entendre à 2 reprises parler de Platon qui est aujourd'hui notre invité pour évoquer l'éthique à Nicomaque. S'il y a de nos activités, quelques fins que nous souhaitons par elles-mêmes, et les autres seulement à cause d'elles, et si nous ne choisissons pas indéfiniment une chose en vue d'une autre, car on procéderait ainsi à l'infini, de sorte que le désir serait futile et vain, il est clair que cette fin-là ne saurait être que le bien, le souverain bien. N'est-il pas vrai dès lors que, pour la conduite de la vie, la connaissance de ce bien est d'un grand poids, et que, semblable à des archers qui ont une cible sous les yeux, nous pourrons plus aisément atteindre le but qui convient? Bonjour Anne Merker. Bonjour. Bonjour, merci d'être là à nouveau dans les nouveaux chemins de la connaissance. C'est une joie de vous accueillir comme toujours. Vous dites dans un papier que vous consacrez à Aristote la chose suivante, dans une comparaison entre Platon et Aristote, que quand Platon inscrit l'insatisfaction au sein même de l'existence humaine, en faisant de celle-ci, dites-vous, une habitation atopique du monde, Aristote ménagera une satisfaction du désir de connaissance au sein du monde et des êtres qui nous sont proches. La vie humaine s'accomplit à nouveau dans la pensée, et la pensée est à nouveau une forme d'habitation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hormis le fait que c'est fort bien écrit, comme on dit. J'espère que c'est pas seulement bien écrit, mais qu'il y a effectivement une pensée de cette pensée. C'est la raison pour laquelle c'est bien écrit, naturellement. Allez-y, allez-y. La position platonicienne, on a déjà eu l'occasion d'en parler, et tourne entièrement autour de la question du désir, et le désir... Et le désir, c'est-à-dire du manque, en l'occurrence. Voilà, le désir, je le considère presque comme une faculté métaphysique, ou en tout cas qui a une dimension métaphysique, puisque c'est la faculté de l'âme qui appart d'une certaine manière au non-être, en tout cas à l'absence. Et toute la question, c'est celle de la satisfaction de ce désir. Y a-t-il possibilité de satisfaction, et qu'est-ce qui satisfait le désir? En sachant que l'origine du désir, la source du désir, c'est l'absence de quelque chose qui n'est pas seulement absent, mais qui manque, c'est-à-dire qui fait défaut. Et à partir de ce défaut, eh bien, il nous faut quelque chose. Et c'est au terme de cet élan, il nous faut quelque chose, on tend vers ce qu'il nous faut, qu'il peut y avoir satisfaction. Dans la perspective platonicienne, tout ce qui est à notre portée est lui-même touché par un certain non-être. Il est censé s'en devenir, et devenir, c'est ne plus être ce qu'on était, c'est ne pas être encore ce que l'on va être. Toi-même, à tout instant, tu diffères de toi-même. Exactement. C'est ce que Socrate dit à Théétète. Exactement, donc il y a cette différence avec soi, il y a cette dissolution, cette manière de se défaire, et donc le seul objet véritablement consistant qui puisse satisfaire un désir qui est en manque et qui souhaite dépasser le manque, c'est quelque chose qui est en soi et par soi. Et ce qui est en soi et par soi n'est pas ici-bas. Et ce sont des formes intelligibles, non pas dans un monde intelligible, il n'y a pas deux mondes chez Platon, mais enfin c'est quelque chose qui n'est pas là, à notre portée. Il n'y a pas immédiate. deux mondes chez Platon, Anne Merker, mais il y a le goût de l'absolu.
Absolument, il y a un goût de l'absolu et surtout de l'éternel et de ce qui ne devient pas autre que ce qu'il est et qui a une permanence. Mais comment résoudre l'impasse du désir? Donc on y vient, hein, justement, à la Voilà. question que je vous posais. Comment résoudre l'impasse d'un désir qui s'épuise dans des satisfactions provisoires, alors qu'en fait, faute de s'avouer à lui-même qu'il recherche quelque chose qui le contenterait véritablement et qui, par définition, ne peut pas se trouver dans les fruits que nous propose la réalité sensible? Comment résoudre une telle impasse, autrement que par le goût de l'absolu? Comment Aristote parvient-il à penser ce qu'il appelle le souverain bien au début de l'éthique à Nicomaque, c'est-à-dire quelque chose finalement dont l'obtention n'épuiserait pas le désir? Alors, la résolution chez Platon, elle n'est jamais totalement aboutie, hein. En tout cas, elle ne peut pour pas cause, se oui. faire tant qu'il y a une relation avec le corps. Alors maintenant, la question aristotélicienne de la satisfaction du désir, puisque finalement, le passage que vous avez lu en ouverture, et c'est un passage d'ouverture de l'éthique elle-même, telle qu'on la possède aujourd'hui, c'est vraiment la question de la satisfaction du désir. Et Aristote, dans le début de l'éthique à Nicomaque, nous dit il doit exister. En fait, il commence par procéder au constat, ou en tout cas à l'établissement de l'existence de son objet. Hein. Dans une démarche, je vais reprendre un côté un petit peu plus épistémologique, Aristote dit toujours on ne peut pas savoir ce qu'est une chose si on ne sait pas déjà qu'elle est, le fait qu'elle est. Donc toute la démarche d'Aristote dans ce début de l'éthique à Nicomaque, ça consiste à dire il existe un bien ultime qui est traduit par le souverain bien. C'est une traduction que personnellement je n'aime pas tellement parce que je trouve qu'elle donne trop de majesté à la chose et parfois avec la majesté on recouvre un peu la réalité concrète. C'est simplement un bien ultime qui met fin à cette poursuite qu'est le désir, qui tend vers ce qui lui fait du bien. Ce bien Vers ce qui ultime fait du bien est à la personne. pensé par Aristote comme accessible dans le temps de la vie. Voilà, alors j'y viens. Donc c'est la question de cette satisfaction par cet objet. Et Aristote nous dit le bien ultime, c'est-à-dire un bien qu'on ne prend pas pour atteindre encore un autre bien, puis encore un autre bien. Hein. C'est pas tellement la notion de choix comme dans la traduction de Trigo que vous avez lue, qui par ailleurs reste une bonne traduction, mais c'est la notion de prise. Hein. On ne prend pas, tout bien n'est pas pris pour atteindre par son moyen un autre bien. Autrement dit, il doit exister un bien qui est bien en soi et par soi et qui est une fin ultime. Et cette fin ultime, précisément, c'est celle qui arrête le cheminement du désir. Alors, Aristote nous dit ça doit exister, sinon le désir serait vain. Donc, j'aime beaucoup cette petite phrase qui paraît un peu innocente ou peut-être un peu osée, mais qui présuppose toute une conception de la nature, à savoir que la nature ne fait rien en vain. Donc, si la nature inscrit en nous du désir, si le désir est cette tension qui nous fait poursuivre ce qui nous manque et qui nous fera du bien, nous rendra complet et qui nous fait fuir ce qui nous fait du mal, si la nature a inscrit cette dynamique en nous, la nature ne l'a pas fait en vain. On n'a pas assez parlé, tiens, d'ailleurs, du finalisme aristotélicien et du fait que la nature ne faisait rien en vain. Mais l'idée, le raisonnement selon lequel, s'il ne trouvait pas à se satisfaire, le désir serait vain, me fait penser, dites-moi si cette analogie est pertinente, à un passage fameux de la métaphysique d'Aristote, un passage dont on aurait pu parler, dont on n'a pas parlé avec Bernard Sicher, qui se trouve de mémoire en métaphysique Gamma 4, dans lequel Aristote envisage la possibilité d'une régression à l'infini. Il dit il faut bien s'arrêter quelque part, hein, un ankestena, il faut bien s'arrêter quelque part, car sinon on régresserait à l'infini. Il faut donc tenir bon sur un certain nombre de principes qui en eux-mêmes ne peuvent pas être démontrés. Est-ce qu'il en va ici de la même chose, du même raisonnement par rapport à la nature du désir? Au fond, il faut bien s'arrêter quelque part parce que sinon on peut rien connaître, il faut bien s'arrêter quelque part parce que sinon le désir est vain. Oui, c'est la même logique, c'est-à-dire dans la recherche, dans l'ordre de la recherche, effectivement, il faut s'arrêter quelque part parce que ce point où l'on s'arrête, on en a besoin comme principe, c'est-à-dire comme commencement dans l'ordre de la connaissance elle-même et dans l'ordre des choses. Donc il y a quelque chose de similaire ici, non plus dans le domaine théorique, comme c'est le cas dans la métaphysique, mais ici dans le domaine pratique et dans le domaine éthique. À savoir que le bien, c'est la fin, c'est un principe
pour le désir. Et s'il n'y avait pas un commencement dans ce principe, enfin si ce principe n'était pas lui-même un commencement, ça ne commencerait jamais. La phrase d'Aristote, anankestena, il est nécessaire de s'arrêter. Ça veut dire en fait il est nécessaire qu'il y ait un commencement en réalité. L'arrêt dans l'ordre de la recherche, c'est le commencement dans l'ordre de la genèse des choses, de l'engendrement des choses. Donc il faut bien que ça commence quelque part. Et donc le désir, c'est une faculté toute particulière qui est mise en mouvement, qui a une phase passive et qui est mise en mouvement par la faim. Et la faim est certes, comme son nom l'indique... La faim, c'est FIN ici. Oui, tout à fait. La faim est, comme son nom l'indique, le terme, c'est-à-dire ce qui vient après. Le désir le poursuit l'objet qu'il désire. Enfin, l'animal poursuit par le désir l'objet qu'il désire. Et cet objet est atteint à terme, au terme. Mais en réalité, l'objet est au commencement. Et ça, c'est vraiment toute la pensée aristotélicienne du désir, bon, qu'on a en fait déjà chez Platon, mais peu importe. Toute la pensée aristotélicienne du désir, c'est que le commencement, c'est la fin. Et la fin, dans le cas du désir, c'est le bien. Et y a-t-il un premier commencement, une première fin? Oui. Enfin, une fin ultime plutôt, ou un premier commencement? Oui, parce que sinon, il n'y aurait pas de commencement, même de motricité, de mise en mouvement du désir. De sorte qu'il n'y a pas de condamnation a priori du désir chez Aristote, bien au contraire. Mais il y a, le désir peut-il, ou sous quelles conditions, comment le désir s'égare-t-il chez Aristote? Y a-t-il l'idée chez Aristote, au fond, l'idée alors proprement platonicienne, d'un désir qui se fourvoie, qui, prenant des vessies pour des lanternes, ou des lanternes pour des vessies d'ailleurs, s'égare dans la recherche qui est la sienne et prend son symptôme pour sa cause? Il y a tout à fait possibilité d'égarement, parce que d'abord le désir est pensé en termes de mouvement, et je vais déjà repartir de votre question sur la condamnation. La question de la condamnation ne se pose absolument pas a priori sur le désir. L'approche d'Aristote, et même l'approche dans l'éthique, elle s'enracine d'abord dans une approche, on peut dire, biologique ou zoologique, entre guillemets. Le désir est d'abord appréhendé à travers la recherche de ce qui meut les animaux. Et c'est dans la recherche, c'est par la recherche de cette faculté motrice qui, d'après les analyses d'Aristote, fait une des spécificités de l'animal par rapport à la plante. La première spécificité, c'est la faculté sensorielle. La deuxième spécificité, c'est cette capacité d'initier un mouvement selon le lieu de son propre chef, c'est-à-dire de plein gré. Et c'est par la recherche dans le traité de l'âme qu'Aristote fait de la nature de cette faculté motrice qu'Aristote arrive à la faculté du désir. Ce qui nous meut, c'est le désir. On a aussi, en réalité, déjà cette pensée-là chez Platon, sauf qu'elle n'est pas articulée avec des termes de faculté motrice, etc. Mais le désir est source de mobilité. Alors, dans cette mobilité, il y a toujours possibilité de fourvoiement. Dès que vous êtes en chemin, vous pouvez ne pas atteindre la fin, qui est celle que vous pensez viser. Plus que ne pas atteindre la fin, ce qui à la limite n'est pas grave, prendre un mauvais chemin. Voilà, alors prendre un mauvais chemin, je vais quand même raisonner encore en termes d'objet et en termes de fin, parce que le désir, encore une fois, est une faculté qui a rapport au manque et qui tend vers quelque chose qui nous manque. Mais c'est cette faculté très, très étonnante. À chaque fois, d'une certaine manière, on désire ce qui nous manque, donc on ne l'a pas, mais il faut quand même bien qu'il soit présent d'une certaine manière. Il y a une présence de l'absence ou une absence de la présence. Donc il faut une faculté de représentation qui permette au désir de tendre vers quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas en nous et qu'on veut s'approprier, mais qui doit effectivement nous apparaître d'une manière ou d'une autre. Alors la question de l'apparaître apparaît là, précisément. Et dans l'apparaître, il y a toujours cette dualité de l'apparaître. L'apparaître, ça peut être simplement le paraître de quelque chose qui paraît ce qu'il est. Mais l'apparaître, c'est aussi une distorsion par rapport à ce qui est. Et vous avez cette double aspect, ce double aspect de l'apparaître de ce qui est bon, autrement dit de l'objet du désir, qui se donne particulièrement comme plaisir. Et Aristote dit plusieurs fois dans le traité de l'âme que le plaisir, ou plus exactement le plaisant, ce qui produit du plaisir, ce qui procure du plaisir, c'est du bien apparent. Et il faut l'entendre de deux manières, cette expression. Le bien apparent, c'est d'abord simplement le plaisir, c'est simplement le bien
en tant qu'il apparaît à travers les organes des sens. Par exemple, j'éprouve du plaisir à manger et il n'y a pas de question de fourvoiement ici, il n'y a pas la moindre question de condamnation ou de quoi que ce soit, il n'y a même pas de jugement moral. Le bon, le bien c'est le bon, il faut vraiment l'entendre comme quelque chose de bénéfique. Ce qui est bon peut apparaître à travers la sensation et à ce moment-là, dans cette apparition, c'est le plaisant, ce qui produit en moi du plaisir. Mais il y a aussi une capacité du plaisir sensoriel à se présenter comme le bien total, comme parce qu'il y a une force de l'apparition par les sens, il y a une émotion du corps, enfin on le subit avec le corps, il y a un investissement du corps, il y a quelque chose de très fort et très prégnant, et le plaisir peut devenir, même sous la plume d'Aristote ou son calame, le plaisir peut devenir un bien apparent trompeur entre guillemets. Ce qui est merveilleux quand on vous écoute, Anne Merker, c'est qu'on s'aperçoit à quel point Aristote emprunte à Platon ces thèmes, un peu comme un musicien finalement emprunterait un thème à un prédécesseur et lui donne d'autres directions, d'autres inflexions, d'autres sonorités. C'est merveilleux de voir comme il infléchit certains thèmes. Là, en l'occurrence, c'est vrai que chez Platon, les phénomènes sont ambivalents. Les phénomènes révèlent quelque chose qui permet de les surmonter et en même temps peuvent fasciner pour eux-mêmes et à cet égard constitue un danger. Et cette ambivalence fondamentale, primordiale chez le maître Platon, on la retrouve non pas exactement, mais retravaillée, repensée, revécue, réinterprétée dans l'œuvre d'Aristote. Oui, bon, je dois dire que j'ai personnellement une lecture d'Aristote qui est toujours liée à Platon. Bon, c'est une position que j'ai. D'autres aristotéliciens que vous pourriez avoir en face de vous n'ont pas forcément cette option très continuiste entre les deux. Mais bon, plus je fréquente Platon et plus je fréquente Aristote, plus je vois que la réflexion aristotélicienne est quand même partie d'une problématique platonicienne qui n'est pas dépassée. En revanche, il ne faut pas nier qu'Aristote invente des concepts, qu'il forge des concepts. Bon, il a en plus un style beaucoup plus scolaire, vous l'avez déjà souligné dans les émissions précédentes. Donc j'ai une tendance à souligner les continuités. En revanche, il y a, enfin si jamais vous souhaitez qu'on en parle, tout en ayant toujours en donnant un peu l'impression, enfin moi je trouve toujours qu'il y a déjà tout chez Platon. Pour moi, Platon c'est le prince des philosophes. Bon, il y a déjà tout chez Platon. En revanche, il y a quand même quelque chose qui pour la philosophie morale, je parle politique et morale, il y a quelque chose chez Aristote qui est assez fascinant, c'est sa conceptualisation de l'action, qu'on trouve, qu'il faut reconstruire à partir de l'éthique à Nicomaque, qu'il faut reconstruire, et qui justement, revient, pour revenir un peu à votre question de départ, la satisfaction, où est-elle, où la trouve-t-on, comment peut-on la trouver? Où la trouve-t-on, puisqu'on doit la trouver quelque part? On va parler de l'action avec vous, Anne Merker. Juste une chose, les autres aristotéliciens sont absents pour l'instant. Vous êtes présente, ce qui pour nous et pour nos auditeurs est un souverain bien. Et à cet égard, de cette présence et de cette absence, je voudrais savoir si selon vous le texte suivant est un texte aristotélicien ou platonicien. Vous allez voir, vous allez entendre plutôt. Voici le texte. Il rêvait sur son nom sans vraiment penser à elle. Un nom qui fait rêver d'ailleurs, mais elle est au-delà de son nom. Son nom fait rêver à elle. Elle a effacé toutes les Bérénices possibles. Il n'y a plus qu'une Bérénice possible, plus qu'une Bérénice, une seule Bérénice, elle. Que faut-il se souvenir d'elle, avant tout, surtout? Est-ce cette passante imaginaire en costume tailleur, ou plutôt cette danseuse qu'il a tenue dans ses bras, cette danseuse légère et ses bras se souviennent et se désespèrent en même temps de ne pas se souvenir? Pour la première fois, il vient de sentir son absence. Il vient de sentir son absence dans ses bras. Mais est-ce bien là le chant de Bérénice? Faut-il pour l'éprouver la tenir dans ses bras comme n'importe quelle femme, ou son charme n'est-il pas ailleurs, dans sa gaieté, dans son silence, dans ses yeux fermés, dans ses yeux ouverts? Tout à coup, Aurélien retrouve l'émotion de cette main dans sa main, de cette main prisonnière comme un oiseau qui frémit. Et ce n'est pas l'oiseau qui est pris, c'est l'oiseleur. Il frotte la paume de sa main et s'étonne. Une brûlure, une présence, une absence, les deux à la fois, une chanson. Alors je précise ici évidemment que Prudence, comme chantent les Beatles, c'est Mademoiselle Prudence. Ça n'est pas la vertu aristotélicienne qu'il décline dans des pages magnifiques de l'éthique à Nicomaque. On va parler, tiens d'ailleurs, de la prudence comme on va parler de l'action avec vous, Anne Merker.
Avant cela, juste un mot, j'ai lu avant un passage d'Aurélien d'Aragon, dans lequel il dit, parlant de Bérénice, pensant à Bérénice, enfin Aurélien, pensant à Bérénice, pour la première fois, il vient de sentir son absence, il vient de sentir son absence dans ses bras. Est-ce une phrase de Platon ou d'Aristote, ça? Bon, ni l'un ni l'autre, évidemment. Mais si on souhaitait chercher une filiation ou une relation moins d'inspiration, c'est évident que c'est beaucoup plus platonicien que aristotélicien. La philosophie de Platon est beaucoup plus nostalgique que la philosophie d'Aristote, non? Elle est infiniment nostalgique. Infiniment nostalgique, pleine d'espoir. Pleine d'espoir. La nostalgie, c'est non seulement la souffrance de l'éloignement, mais c'est aussi l'espoir du retour. On trouve moins chez Aristote cette passion triste que l'espoir? On ne trouve pas de passion dans l'écriture d'Aristote. Je crois que c'est tout simplement... il n'empêche que Aristote a ses charmes propres et qu'il est, encore une fois, fascinant par les concepts qu'il forge, que ce soit le concept de matière dont vous avez eu l'occasion de parler, le concept de puissance dans une acception nouvelle. Et c'est vrai que les âmes nostalgiques, les âmes marquées par l'absence et qui sentent la présence de l'absence se retrouveront beaucoup plus chez Platon que chez Aristote. Mais encore une fois, la fascination que peut exercer Aristote, elle vient d'une fréquentation longue, elle vient aussi peut-être de l'acceptation que la philosophie n'est pas poésie, il faut l'accepter parfois. Et que la philosophie, parfois, traverse emprunte des chemins arides, très conceptuels, et c'est en parcourant peut-être la totalité du circuit aristotélicien qu'on tombe dans Aristote. Mais c'est là qu'il y a un paradoxe quand même. On en a déjà parlé, on l'a un peu évoqué cette semaine. L'aridité, le caractère conceptuel, aride, sec, de l'écriture d'Aristote, bien souvent, va de pair avec, contredit le propos qui est le sien, où Aristote ne cesse de se pencher sur ce que Kouloubaridze appelle la réalité du praticable, l'immédiat, les choses sensibles, alors que la nostalgie platonicienne, qui est donc goût de l'absolu, nostalgie, désespoir peut-être, je ne sais pas, en tout cas la nostalgie platonicienne est constamment ornée par un style qui, lui, pour le coup, n'a rien d'aride et qui est au contraire extrêmement savoureux à lire. Comment comprendre que les traités austères d'Aristote parlent de ce qui est à notre portée, alors que les textes magnifiques, sublimes et délicieux de Platon exposent des valeurs éminentes ou des vertus si éminentes qu'elles sont hors d'atteinte? Mais je ne crois pas que Platon ne parle pas de ce qui est à notre portée. J'avais déjà fait allusion lors de notre émission sur le tête-à-tête. Platon parle sans cesse du devenir et de la contradiction qui habite le devenir. Et finalement, Aristote aussi passe son temps à se pencher sur les êtres qui sont marqués par la génération et la corruption, par la naissance et la mort, dans le cas du vivant. Et le domaine, d'une certaine manière, est le même. Et après, Aristote arrive à s'élancer sans jamais vraiment quitter, puisque la métaphysique est effectivement postérieure à la physique et elle reste toujours liée à cette physique. Mais il n'empêche que, par exemple, la question de la prudence, dont on fait une grande vertu aristotélicienne, et c'est vrai que c'est Aristote qui aura conceptualisé clairement la phronésis, savoir la prudence, comme une vertu politique capable de, en quelque sorte, naviguer en gardant le cap à l'intérieur des contingences de l'action humaine. La prudence n'est pas, comme je l'ai parfois entendu dans la bouche de certaines personnes, n'est pas simplement jugée au cas par cas. C'est pas jugé au cas par cas. La prudence, précisément, vise ce qui est bon relativement à la fin ultime de l'être humain. Donc la prudence ne perd pas de vue les fins. Elle ne perd jamais de vue. Mais tel un navigateur, elle se fie aussi à l'expérience. Oui, mais la prudence est en fait la capacité à mettre en perspective la totalité des actions qui constituent la vie humaine en direction du point de fuite qu'est l'accomplissement total de cette vie humaine et que Aristote va appeler le bien vivre ou le bonheur. Et en quelque sorte, la prudence, c'est cette capacité à tout aimanter vers toutes les petites actions, les actions fragmentaires, si on peut dire, qui composent la vie, les aimanter pour en faire de la vie elle-même une grande action qui est
orienté vers ce cap qui est toujours conservé, ce cap du bonheur humain, le bonheur n'étant rien d'autre que le plein accomplissement des potentialités de l'être humain en tant qu'il est un être humain. De sorte qu'on assiste dans l'éthique à Nicomaque à un énoncé de ces vertus qui insensiblement s'achemine vers la vie contemplative, qui serait la plus haute vertu à laquelle un homme puisse prétendre dans l'existence, dans le temps de l'existence. Alors, donc si on peut reprendre là le thème de la satisfaction finalement du désir humain, c'est d'atteindre le plein accomplissement de soi-même. Finalement, c'est cela. Mais qu'est-ce que c'est que soi-même? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Toute la question est là. Et toute la fascination qu'on peut avoir pour l'éthique à Nicomaque, c'est d'aborder ce problème-là. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Si on considère que l'être humain est cet être, un signe qui a une faculté de penser, un nous, un intellect, c'est-à-dire une faculté de penser, pas simplement la conscience. Il suffit d'avoir de la sensation pour avoir immédiatement de la conscience. Toute sensation est en même temps la sensation de sentir. Donc je ne parle pas de la simple conscience, je parle de la pensée, à savoir la capacité à atteindre du vrai, la capacité à atteindre le principe, c'est-à-dire la cause, la causalité des rapports de cause à effet, et à s'élever là. Alors si la dignité, ou plutôt la marque insigne de l'être humain, si l'être humain se confond avec cette faculté-là que Aristote ne reconnaît pas aux autres animaux mortels, si c'est cela, alors sa vie la plus humaine, qui lui est le plus propre et son bien le plus cher, c'est cette vie-là, c'est la vie selon la pensée. Et là, on retrouve une dimension très très platonicienne d'Aristote, c'est-à-dire la vie humaine est une vie contemplative et le bonheur humain, c'est la vie contemplative en tant qu'elle est réussie. Par quoi est-elle réussie? Par ce que Aristote appelle une vertu, la vertu étant de manière générale à ne pas entendre strictement au sens moral, attention, la vertu c'est arrêter, c'est-à-dire mieux vaut traduire quasiment par excellence. C'est une disposition excellente. Dans le cas de l'activité de la pure et simple pensée, la disposition excellente, c'est la sophia. C'est l'objet même qui est recherché par le philosophe, c'est-à-dire la sagesse accomplie, qui est capable non seulement de faire des démonstrations, mais d'avoir une intuition des principes mêmes qui permettent ensuite la démonstration. Juste une question, avant d'en revenir à quelques autres vertus, justement, notamment la prudence et puis le courage d'ailleurs. Juste avant d'en venir à là, s'il faut traduire arrêter par excellence, est-ce à dire que, et s'il ne faut pas entendre derrière le mot de vertu, enfin, la traduction vertu, une intention vertueuse au sens moral du terme, est-ce qu'un voleur hors pair, est-ce qu'un assassin magnifique, ou plus exactement, est-ce qu'un assassin parfaitement compétent dans son domaine peut être dit vertueux? Certainement pas. Il y a quand même un peu de morale derrière tout ça. Aristote appelle ça... Tant mieux d'ailleurs, mais... Oui, mais il appelle ça de l'habileté. Donc là, il s'agit aussi d'une certaine qualité de la pensée intellectuelle derrière l'habileté, puisque finalement, qu'est-ce que c'est que l'habileté? C'est la capacité à parvenir à ses fins. Comment parvient-on à ses fins? On y parvient en saisissant d'abord par la pensée quels sont les moyens. Les rapports de moyens à fin sont similaires à ceux de cause à effet. Donc finalement, on a ici l'analogue dans le domaine pratique de l'activité, de l'intelligence, de l'intellect, dans le domaine théorétique, dans le domaine de la connaissance, de la contemplation. Nous avons des faits, nous avons des événements ou des faits, des propositions, et on essaye de remonter à ces causes. Dans le domaine pratique, nous avons une fin que nous nous proposons et nous essayons d'atteindre cette fin en trouvant les moyens, qui sont en quelque sorte les causes de la fin. Donc là, il y a une activité intellectuelle. Alors, on pourrait dire, bon, c'est une habileté. Pourquoi cette habileté? Aristote l'appelle une deinotes, habileté, qui peut être même redoutable. Pourquoi cette habileté? Aristote refuse de l'appeler une arrêté, c'est-à-dire une excellence. Il le refuse parce que dans le domaine pratique, l'excellence ne peut pas être dissociée de la qualité même de la fin. Donc dans la mesure où la fin n'est pas non seulement n'est pas bonne en un sens moral, mais je dirais même n'est pas la bonne fin, au sens où l'on se trompe de fin. Il faut toujours bien garder ce sens inframoral avant de faire le saut dans la morale. Celui de l'erreur avant celui du péché. Absolument. Voler, tuer, c'est une mauvaise fin, non pas d'abord par un jugement moral qui ne serait finalement que la reproduction de préjugés sociaux inculqués par une éducation qui ne s'est jamais examinée elle-même. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne fin parce que
quand je tue, c'est un jeu philosophique, n'est-ce Allez-y, pas, Anne rhétorique. Merker, vous êtes à la radio. Quand je tue, ou quand quelqu'un viole, ou quand il vole, il y a là l'expression d'une tendance dans son être, qui est une tendance désirante, mais qui est une tendance à la pléonexie, c'est-à-dire à l'avoir toujours plus. Cette pléonexie, quand on travaille les textes de Platon, on voit que d'une certaine manière, c'est une dynamique quasiment inhérente au désir, parce que le désir n'est jamais satisfait, et satisfaction, encore une fois, n'est jamais possible. Ce qu'on désigne en général quand on explique de quelqu'un qu'on pense un défaut d'être par de l'avoir. Oui, exactement, c'est ça. C'est-à-dire essayer de compenser un défaut d'être par de l'avoir, mais cet avoir-là est lui-même inconsistant. La richesse en elle-même ne produit pas le bonheur, de toute façon il faudra autre chose. Et puis il y a une recherche du plaisir qui fait qu'on est petit à petit amené à dépasser sans cesse des limites. Plus on dépasse des limites, plus la limite de notre satisfaction s'éloigne elle-même, et plus la limite de la satisfaction s'éloigne, plus on est insatisfait, donc on est amené encore à rechercher davantage, etc. Donc ce mouvement perpétuel de la pléonexie, c'est ça qui emporte la personne qui vole, qui tue. Bon, je simplifie, hein, il y a évidemment des conditions psychologiques ou sociales beaucoup plus complexes que ça, hein, mais admettons que c'est ce mouvement mauvais, mais mauvais dans le sens de malsain. C'est pas une mauvaiseté ou quelque chose de moral. Et après, effectivement, il y a un sens moral à cela. Donc, cette personne-là, cette personne qui aurait énormément d'habileté pour trouver les moyens qui lui permettent d'atteindre la fin, qui est d'assassiner son voisin sans que personne le sache et de le voler. Cette personne-là croit atteindre la fin qui est bonne pour lui, et en réalité, par rapport à sa constitution humaine, ça n'est pas une fin qui est bonne, parce que l'être humain n'est pas simplement un corps habité de tendances appétitives, de désirs d'avoir toujours plus de ces choses matérielles. L'être humain, c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc non, il n'est pas vertueux, c'est-à-dire il n'est pas dans un état excellent de sa personne. Pour quelle sorte de choses redoutables se montre-t-on courageux? Ne serait-ce pas quand il s'agit de choses de première importance? Personne, en effet, n'endure plus intrépidement les dangers que l'homme courageux. Or, le plus redoutable de tous est la mort, car elle est un point final, et pour celui qui est mort, rien, selon l'opinion courante, ne peut plus lui arriver de bon ou de mauvais. Cependant, même pour affronter la mort, ce n'est pas, semblerait-il, en toutes circonstances qu'on peut être qualifié d'homme courageux, par exemple dans les dangers courus en mer ou dans la maladie. À quelles occasions donc est-on courageux? Ne serait-ce pas dans les occasions les plus nobles? Or, la plus noble forme de la mort est celle qu'on rencontre à la guerre, au sein du plus grand et du plus beau des dangers. Cette façon de voir est confirmée par l'exemple des honneurs qui sont décernés dans les cités et à la cour des monarques. Au sens principal du terme, on appellera dès lors courageux celui qui demeure sans crainte en présence d'une noble mort ou de quelque péril imminent pouvant entraîner la mort. Or, tels sont particulièrement les dangers de la guerre. Non pas toutefois que, même sur mer et dans la maladie, l'homme courageux ne soit pas aussi un homme sans peur, quoique ce ne soit pas de la même façon que le sont les marins eux-mêmes. Il a abandonné tout espoir de salut et se révolte à la pensée de mourir de cette façon-là, alors que les marins, eux, gardent bon espoir en raison de leur expérience. Quand le facteur part en tournée, on l'entend toute la matinée fredonner. Parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Et le peintre en bâtiment, quand il repeint l'appartement, chante gaiement l'air de Guillaume Tell sur sa grande échelle, parce que ça lui donne du courage. Anne Merker est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour parler d'Aristote. On est à la fin d'une semaine sur Aristote, c'est de l'éthique à Nicomaque que nous parlons aujourd'hui. Sa petite serviette, son par-dessus et son air compassé, rasant les murs du vieux lycée à petits pas pressés. Oh, qu'il est triste, triste, triste. Alors moi, quand ça ne va pas, ben j'ai compris, je chante comme ça, tra-la-la.
Tra-la-la, parce que ça... Anne Merker, Aristote donne du courage, donc il faut du courage d'ailleurs pour entreprendre la lecture de l'Éthique à Nicomach. Il n'y a pas besoin de courage pour la continuer d'ailleurs, parce qu'on est assez vite pris pour le coup par le texte aristotélicien, contrairement peut-être à la physique ou à la métaphysique qui sont plus ardus et comme leurs objets d'ailleurs plus difficiles, moins familiers en un sens. Aristote parle du courage dans l'Éthique à Nicomach, il parle du plaisir, il parle du bonheur, il parle de l'amitié, ce sont peut-être les plus belles pages de l'Éthique à Nicomach, les livres 8 et 9. Il parle également donc de la prudence. Est-ce qu'en un sens, Anne Merker, la prudence, au sens aristotélicien du terme, n'est pas une certaine forme de courage, dans la mesure où le propre de l'homme prudent, du valeureux prudent, serait de savoir vivre sans référence, justement, à des valeurs qui transcenderaient les circonstances. Au fond, il serait beaucoup plus confortable et peut-être moins courageux d'avoir à vivre en référence constante à des valeurs absolues. La nécessité de la prudence nous met, enfin le fait de la prudence, nous met dans la situation d'être nécessairement confrontés à des choses mobiles, changeantes, difficiles à cet égard, délicates à cet égard. Est-ce qu'au fond, pour faire preuve et œuvre de prudence, il ne faut pas d'abord avoir le courage supérieur de celui qui accepte que les affaires humaines ne relèvent pas de la raison pure? Anne Merker. Alors, dans la formulation de votre question, comme vous venez de lire vraiment un passage d'Aristote sur le courage, je suis obligée de dire que vous employez après dans votre question une acception de courage qui ne correspond pas du tout à celle d'Aristote. Donc, si vous voulez bien, je peux répondre d'abord sur la question du courage et ensuite sur la prudence. Nous utilisons, les Grecs éventuellement le faisaient, mais moins que nous, le terme courage un peu à propos de beaucoup de choses. J'ai pas le courage de me lever pour aller prendre une bière dans le frigo ou je ne sais quoi. Il y a une sorte de désinflation du courage. Bon, le travail que fait Aristote dans le livre 3 de l'Éthique à Nicomach, c'est la première des vertus morales qu'il examine, c'est dire, enfin en tout cas dans l'ordre des chapitres qu'on a, mais ça me paraît plausible que ça a été vraiment le premier. Le courage est une vertu toute particulière parce qu'elle affronte directement la mort et la condition mortelle de l'être humain. Le courage au sens fort, ça n'est même pas le courage du citoyen qui va à la guerre parce que comme ça il reviendra ou même s'il est mort, il aura des honneurs. C'est encore plus fort que cela. Ça, c'est le courage qu'Aristote appelle le courage politique ou le courage du polites, c'est-à-dire du citoyen. Non, le courage, c'est encore plus que cela. C'est la capacité à affronter sa propre condition mortelle et à s'élever au-dessus d'elle sans la supprimer. C'est impossible. Donc il y a à la fois cette idée que le courageux, l'homme courageux, puisqu'évidemment c'est un homme, l'homme courageux est sans peur, il n'éprouve pas la peur, mais il n'éprouve pas la peur devant quelque chose qui est effrayant. Il y a cette double chose, ça n'est pas une négation du caractère effrayant de la mort est effrayante, elle est effrayante pour tout mortel, mais l'homme courageux n'est pas affecté par cette mort, en quelque sorte il se soustrait à l'action que la mort peut avoir sur lui. Et dans cette soustraction, dans quelque sorte, il se met dans une sorte de sphère autre. Et ce qui caractérise le courageux, c'est qu'il se soustrait à l'action que la mort pourrait avoir sur lui pour un motif très particulier, à savoir que simplement c'est beau. C'est beau. Alors c'est beau, on peut l'entendre simplement de manière très conventionnelle. C'est effectivement le terme beau, c'est le terme que les Grecs utilisaient pour parler de tout ce qui est moral. Ça n'est pas un sens spécifiquement esthétique, ça englobe aussi bien la beauté du corps que la beauté de l'âme. Et c'est le terme beau qui servait à désigner ce que nous appelons depuis toute une élaboration chrétienne, ce que nous appelons le bien avec un B majuscule. Le beau, alors c'est beau. Mais pourquoi c'est beau ? Pourquoi c'est beau ? C'est beau parce que la pensée le déclare, la raison le déclare. Et le courageux, c'est celui qui affronte la mort uniquement parce que la raison dit qu'il est beau d'affronter la mort. Et il est beau d'affronter la mort à la guerre. Et dans cette affirmation de la raison que c'est beau, d'une certaine manière, c'est pas une affirmation conventionnelle. Ça vient pas d'une instrumentalisation politique du soldat citoyen pour mieux l'envoyer se battre, puisque ce courage-là, Aristote en parle après. C'est un autre courage, une forme dérivée, seconde. C'est beau parce que en l'être humain, il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de divin, ça c'est un héritage platonicien. Alors qu'avec la prudence, on comprend qu'en l'être humain, il y a quelque chose d'humain. Alors,
En revanche, mais le courage, il y a quelque chose de divin, mais qui vit avec quelque chose qui n'est pas divin. Et c'est pour ça que c'est une vertu éthique. La prudence est aussi une vertu qui a affaire à l'humain, mais ce sont deux versants complémentaires. Je crois qu'il faut dire quand même un mot sur les vertus éthiques et les vertus intellectuelles. Il y a un certain nombre de vertus qui sont des vertus du caractère, c'est ce qui s'appelle éthique. Le terme ethos a donné éthique. Éthique, c'est simplement qui concerne l'éthos, le caractère. Ce caractère, qu'est-ce que c'est que le caractère? C'est la qualité. C'est une définition très importante que donne Aristote dans l'éthique à Eudème. Le caractère, c'est la qualité de ce qui, dans l'âme humaine, n'est pas rationnel, mais qui est capable de suivre la raison selon une prescription. Et c'est au niveau de l'éthos que se joue la spécificité humaine, puisque ce qui fait la spécificité humaine dans l'approche aristotélicienne, c'est qu'il y a du rationnel, mais il y a de l'irrationnel. Et c'est au niveau de l'éthos que les deux se combinent. Le caractère d'une personne, c'est la manière dont elle poursuit certaines fins ou ne poursuit pas certaines fins, et en relation à la raison. Et l'homme vertueux, ou la personne vertueuse, c'est celle qui poursuit les fins que la raison déclare bonne. Autrement dit, en fait, le caractère, c'est la qualité du désir, puisque c'est cette partie non rationnelle qui est concernée dans la définition d'Aristote, c'est la qualité du désir en tant que le désir est capable de suivre ou de ne pas suivre la raison. Donc, l'éthos se situe à ce niveau-là et les vertus éthiques concernent la faculté désirante considérée dans sa relation à la raison. Inversement, la prudence est en miroir par rapport aux vertus éthiques, mais elle n'est pas elle-même une vertu éthique, c'est une vertu intellectuelle. Encore une fois, il s'agit de trouver les moyens pour atteindre une fin qui elle-même est bonne et qui a été pensée correctement. La fin ultime du bonheur humain, de l'accomplissement plein et entier des capacités humaines. Est-ce à dire, on a commencé cette semaine en parlant d'éthos, on va la finir en parlant d'éthos, mais est-ce à dire que, et pour cause, puisqu'on parle d'éthique, est-ce à dire que la prudence n'est pas une affaire de caractère? Alors non, justement, donc je vais aller jusqu'au bout. En miroir, donc si vous voulez, les vertus éthiques, c'est les vertus du désir en tant qu'à la relation à la raison, et la vertu de prudence, c'est une vertu intellectuelle, donc qui n'est plus une vertu éthique exactement, mais c'est une vertu de la raison en tant qu'à la relation au désir. Pourquoi? Parce que la prudence, ça reste une vertu pratique. Aristote n'utilise jamais l'expression de vertu pratique, mais on peut très bien l'utiliser en disant qu'il y a deux types de vertus pratiques. Il y a les vertus éthiques, encore une fois, c'est la qualité du désir dans sa relation à la raison, et il y a les vertus pratiques, mais cette fois intellectuelles, c'est la qualité de la raison, une vertu de la raison, une excellence de la raison dans sa relation au désir. Et donc c'est à cet endroit-là que se joue l'action humaine. Il n'y a pas d'action s'il n'y a pas de désir. On n'agit pas sans désir. Le désir, ça peut être une volonté intellectuelle. En revanche, nous n'avons pas besoin du souverain bien pour agir. Si, nous avons besoin du souverain bien pour agir. Mais alors à notre insu. À notre insu, mais il y a toujours cette visée, encore une fois, du désir qui tend vers une fin, et si le désir tend vers la fin, tend vers la satisfaction, et comme le dit Aristote, comme nous disions au début, s'il n'y avait pas une fin ultime qui donne satisfaction au désir, le désir serait vain. Mais on peut parler pour le souverain bien d'une norme pour notre action? Alors la question de la norme, le souverain bien lui-même n'est pas une norme. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas tellement l'appellation de souverain bien qui donne un sentiment surplombant. Le souverain bien n'est pas une norme parce que le souverain bien, c'est simplement le bien ultime qui met fin à la poursuite indéfinie du désir. Et ce bien ultime, c'est l'accomplissement plein et entier de toutes les potentialités humaines. Alors maintenant, comment atteindre cette satisfaction ultime et ce bien ultime? Il y a un moment où, dans les satisfactions, je dirais, intermédiaires du désir et dans l'équilibre de la personne humaine, il y a une mesure à atteindre. Et finalement, la prudence, c'est ce qui permet de déterminer une juste mesure, un juste milieu, un milieu correct, qui n'est ni pas assez, ni trop.
Et la prudence intervient là. Et Est-ce là, qu'à cet égard, effectivement, la prudence n'est pas un modèle pour Aristote, le modèle de ce qu'on a appelé, peut-être la traduction ne vous convient pas, la médiété, c'est-à-dire oui. le milieu finalement entre les extrêmes, entre les excès? Est-ce que la prudence n'est pas en un sens la vertu, le paradigme, comme disent les cuistres, et pourquoi pas après tout, puisque c'est Oui, vraiment oui, le mot pourquoi pas. c'est vraiment le mot qu'il faut employer ici, le paradigme de toutes les vertus, dans la mesure où elle est exactement dans la mesure, précisément. Oui, disons, on pourrait dire que c'est l'homme prudent qui est le modèle. C'est l'homme prudent, c'est-à-dire une vertu incarnée, ici et maintenant, dans un être vivant et agissant. C'est lui qui peut servir de norme, entre guillemets, ou de mesure. Bon, Pierre Aubin a beaucoup développé cette idée-là, hein, dans son livre classique La prudence chez Aristote. On peut le dire comme ça. Il reste que si norme il y a, c'est encore une fois toujours pour la détermination de cet objet qui va donner satisfaction. Et je reviens à la question de la pléonexie, notamment dans les plaisirs sensuels. Nous avons une tendance à chercher toujours plus. Il y a une juste mesure, c'est-à-dire de même que pour un athlète, pour son régime alimentaire, c'est correct pour lui de manger tant, mais pour un enfant ou pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, il faut manger moins. Il y a une mesure adaptée à la personne, à la circonstance, etc. La prudence, c'est cette capacité de détermination de ce qui convient, ce qui est relativement dans la mesure vis-à-vis de la personne. Et c'est par cet équilibre-là que la personne atteint, on va dire, un exercice correct de ses facultés, où le désir, par exemple, dans le cas de la sensualité, le désir sensuel a néanmoins une satisfaction. Il n'y a aucun ascétisme dans l'éthique d'Aristote. Il n'est pas question de... C'est un vice, enfin c'est un défaut que de ne prendre aucun plaisir sexuel. Il n'est pas question de dire qu'il faut se mortifier. Enfin, c'est parfaitement étranger à la pensée grecque en général et à la pensée d'Aristote en particulier. Pas de mortification, pas de rejet du désir. Il y a une certaine mesure de plaisir sensuel et sexuel qui convient à l'homme à un certain âge et qui convient moins à tel autre âge, etc. Mais il y a aussi du trop. Il y a aussi de l'excès. Et pourquoi il y a de l'excès après tout? C'est une question qu'on peut poser parce que bon, il ne manque pas dans la littérature philosophique j'allais dire de prophètes de l'excès de plaisir, ou en tout cas de théoriciens. Qu'on peut penser au Marquis de Sade, mais même avant cela, le discours de Calliclès dans le Gorgias en est un exemple. Il n'a pas manqué de personnages ou de philosophes pour dire que finalement le bonheur humain consistait dans le maximum de plaisir sensuel qu'on pouvait avoir. Pourquoi? C'est pas une question de jugement moral que fait là Aristote. Pourquoi y a-t-il du trop dans le plaisir sexuel? Pourquoi y a-t-il du trop et pourquoi le bonheur humain n'est-il pas là-dedans? Nous revenons toujours à cette question de la constitution de la nature humaine. La nature humaine n'est pas simplement un appétit sexuel qui vise à reproduire sa personne dans le cycle des générations parce qu'il est mortel. Il y a une faculté intellectuelle supérieure et celle-ci, on doit lui laisser un exercice correct. Ne répondez pas trop à cette question, Anne Merker, car on arrive à la fin de la semaine et je voudrais qu'on laisse l'auditeur justement sur cette grave question. Pourquoi y a-t-il de l'excès dans le plaisir sexuel? Merci d'être venu nous voir. Voilà, on arrive au terme de cette semaine sur Aristote. Grand merci à vous, Anne Merker. Merci à tous nos invités de la semaine, d'ailleurs Frédéric Werther, Bernard Sicher, Annick Stevens, vous-même, Anne Merker et Francis Wolff, venus nous parler hier de la politique d'Aristote. Et oui, une musique qui est à la mesure du regret qui est le nôtre, que cette semaine s'achève déjà. Mes remerciements vont également, évidemment, comme toujours, pour un travail remarquable, à Jeanne-Marie Roux, Avril Ventura, Mathilde Unger, Geneviève Méric et Adèle Van Rett. Et puis également Jacques Hubert à la technique et l'ami Bertrand Chaumeton pour une réalisation imparable. Alors on sort de l'Adagio d'Albinoni avec Adèle Van Rett et le journal des nouveaux chemins de la connaissance. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël.
C'est d'un livre important et trop peu connu que vous allez nous parler aujourd'hui. Oui, c'est un livre un peu spécial puisqu'il regroupe deux textes qui ont été rédigés en 1945 dès le retour de la déportation de deux hommes, les deux auteurs de ces textes, le docteur André Lettiche et le docteur Lazare Moscovici. Donc en 1945, alors qu'on ignorait encore tout de l'ampleur du massacre. Ce livre s'appelle 1942 Convoi numéro 8 et il a été édité par David Moscovici qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, ce qu'il y a d'hallucinant dans ces textes, c'est que ce sont des témoignages de déportation par deux hommes qui ont été déportés ensemble. Et ce qui est d'hallucinant, c'est que ces témoignages ont été rédigés en 1945. Donc, je crois 3 mois après le retour. Donc là, c'est le texte d'André Lettiche, qui est le premier qui vient dans le recueil, dans le livre. Et on se rend compte à quel point toutes les interrogations qu'il y a autour du témoignage, comment raconter, comment décrire ce qui s'est passé, dont on a encore conscience aujourd'hui, on prend la mesure de la difficulté de décrire quelque chose dont personne n'a idée. Et ce sont des questions auxquelles on pense aujourd'hui, mais aujourd'hui, en 2010, on a énormément de documents, de films sur le sujet. Alors que là, quand André Lettiche rentre chez lui, qu'il veut décrire ce qui s'est passé, il ne sait pas comment l'écrire. Et je trouve que c'est hallucinant. On voit ça, on prend conscience de cette difficulté-là. Oui, alors effectivement, donc c'est un livre qui est divisé en deux textes, deux témoignages, donc l'un de André Lettiche, l'autre de Lazare Moscovici, qui était mon grand-oncle. Et tous les deux, en fait, ont été écrits dès 1945, donc dès leur retour des camps, dans l'occurrence de Birkenau. Alors effectivement, lorsqu'ils ont écrit ces textes, personne ne savait. Le premier, en fait, était à la base une thèse de médecine, dont le titre original était 34 mois dans les camps de concentration. Et le deuxième, donc celui de Lazare Moscovici, c'était en fait un texte qui était fait pour être dit, beaucoup plus que pour être lu, puisque c'était une conférence qui devait être présentée, d'ailleurs qui a été présentée quelque temps après son retour, aux habitants du village dans lequel il a été arrêté avec ses frères. Voilà. Ses frères qui, eux, ne sont pas revenus. Alors ces textes effectivement n'ont jamais été publiés. La thèse d'André Lettiche a été publiée en tant que thèse dès 1946, mais effectivement ni la conférence de Lazare Moscovici ni le texte d'André Lettiche n'a été republié par la suite. Donc j'ai trouvé que ce travail était très important parce qu'effectivement ça fait 65 ans. Des témoignages comme ça, directs, il y en a eu beaucoup, bien sûr, mais surtout dans les années 80. Là, c'est surtout des travaux d'historiens dont les gens ont connaissance, et je crois qu'en 2010, reprendre vraiment contact, si je puis dire, avec l'horreur de l'univers concentrationnaire, c'est une très bonne chose. Oui, et voilà. Ça, on ne peut reprendre ce contact qu'à travers un témoignage et non un travail d'historien, c'est ce que vous dites. Absolument. Alors, ce qui ne fait pas de moi quelqu'un de anti-historien, absolument pas, puisque d'ailleurs le prochain ouvrage que je vais publier est une reprise de la deuxième partie de 1942 Convoi numéro 8, donc le texte de mon grand-oncle, Lazare Moscovici, qui sera doublé d'un dossier pédagogique et historique sur la Shoah, donc travaillé avec un historien, François Collodier, et ce sera à destination justement des élèves des écoles. Voilà. Et pourtant, ce texte, donc 1942 Convoi numéro 8, le premier texte d'André Lettiche, est à la fois un témoignage, mais vous l'avez dit, c'est également une thèse de médecine, puisqu'André Lettiche était médecin. Oui. Et cette ambivalence-là du texte est très intéressante, puisqu'on est entre le témoignage et la dimension scientifique. Totalement, absolument. Effectivement, alors c'est ça, c'est-à-dire qu'André Lettiche, lorsqu'il est arrivé à Auschwitz, donc en 1942, a été sélectionné comme certains qui ont eu entre guillemets de la chance parce qu'il était médecin et aussi pour sa très bonne maîtrise de la langue allemande. Donc, il a été sélectionné, il a travaillé, entre guillemets, là aussi, à l'hôpital de Birkenau, et il est repassé en 1943 à Auschwitz I, où la vie était un petit peu meilleure, dans l'Institut d'hygiène des SS en tant que bactériologiste. Voilà. Mais effectivement, c'est son métier et son aisance en allemand qui lui ont permis de survivre. Et c'est pareil pour Lazare Moscovici, qui, grâce à son métier, grâce à la médecine, a pu certainement s'en sortir. Voilà. On prend conscience de beaucoup de choses en lisant ce texte, et notamment, il y a une chose que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est qu'au cours des descriptions que fait André Lettiche des conditions
d'internement en fait, de toutes ces personnes-là, au sein du camp, des conditions de vie. Au cours de ses descriptions, il invoque, à un moment donné, il dit voilà, les situations qu'il vit sont terribles, sont insoutenables, et pourtant, donc du coup, il essaye de penser à des choses pour se sentir mieux, et il dit oui, je pense aux miens qui sont restés au village, et je pense à la douce France. Oui. Alors ça, c'est intéressant parce j'aurais imaginé que dans de telles circonstances où la douleur physique et psychique est tellement forte, on peut imaginer que les valeurs et les notions telles que la patrie ou la France n'ont plus aucun sens. Et non, là, il invoque la douce France pour se sentir mieux. Oui, alors là aussi, il y a une sorte de paradoxe en fait, puisque d'un côté la France représentait en fait, lorsque André Lettiche, donc qui est roumain, comme également Lazare Moscovici, représentait en fait une sorte de terre d'accueil dans laquelle ils étaient en sécurité face à la menace antisémite, et qui finalement les a dénoncés. Bon, puisqu'en tous les cas, pour André Lettiche a été arrêté par la Gestapo, mon grand-oncle par la police française. Donc, certains d'entre eux d'ailleurs ont même été engagés volontaires pour partir à la guerre en 1939 et pour défendre un pays qui, après, les a dénoncés, les a conduits là où on sait. Voilà. Mais effectivement, l'image de la France, l'image de la douceur, à mon avis, est beaucoup plus liée à l'image qu'il s'en faisait avant, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir que là, il se réfère à la France, et il invoque la France et non pas Dieu, par exemple. Ah oui, absolument. Vous voyez, c'est intéressant. Merci beaucoup. Alors, le titre de ce livre, c'est 1942, convoi numéro 8. On y trouve une préface d'Henri Borland, et donc un texte d'André Lettiche et de, quel est son prénom? Lazare Moscovici. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ça se trouve aux éditions du Retour. Les éditions du Retour, dont vous êtes le créateur ou le fondateur, on va dire, d'Adèle Moscovici. Oui. Donc on trouve plusieurs autres ouvrages qui sont en ligne d'ailleurs sur le site des Nouveaux Chemins. On va parler des univers parallèles. Oui, un livre sur les univers parallèles de Thomas Lepelletier, qui est un philosophe et historien des sciences et qui part des recherches les plus novatrices de la physique moderne sur l'infiniment grand et l'infiniment petit, pour montrer que nous vivons peut-être, en ce moment même, un grand nombre d'histoires parallèles dans d'autres univers. Alors on y apprend que l'idée que notre univers ne serait qu'un parmi une multitude d'univers a récemment fait une entrée en force dans la cosmologie. Et donc à partir du principe anthropique, avec un A, je vous laisse découvrir ce que c'est à la lecture de cet ouvrage, et des nouvelles lectures de la physique quantique, l'auteur nous montre que ces réflexions remettent au goût du jour d'anciens débats théologiques et philosophiques sur la pluralité des mondes. Alors reste à savoir si ces spéculations sur la pluralité des mondes relèvent de la science ou de la science-fiction. C'est donc Univers parallèle de Thomas Lepelletier et on trouve ça au Seuil en ce moment même. C'est noté, merci Adèle. D'ailleurs, je renvoie l'auditeur qui serait curieux de tout cela et des univers parallèles à la lecture des essais de Théodicée de Leibniz, où il est vraiment question d'univers parallèles, peut-être pour la première fois. Voilà donc, c'est la fin de la semaine. On est tous épuisés d'ailleurs avec vous. S'achève donc cette semaine sur Aristote. Merci à tous. Une semaine qu'on peut retrouver dans son intégralité sur notre site internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous pouvez retrouver également, je le signale, toutes les références du journal des Nouveaux Chemins. On aurait pu en parler aujourd'hui, c'est du bonheur que je veux parler. On aurait pu parler de bonheur aujourd'hui car il en est question évidemment dans l'éthique à Nicomaque. On en parlera la semaine prochaine puisque à partir de lundi prochain, toute la semaine sera consacrée à la question du bonheur ou ce qu'il en reste quand on se demande ce qu'il est. À lundi donc de 10h à 11h, bon week-end à tous. France Culture 10h59 et dans un instant, question d'époque. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Diffusés tous les jours de 10h à 11h, du lundi au vendredi, les Nouveaux Chemins de la Connaissance sont réalisés cette semaine par Bertrand Chaumeton, avec Jacques Hubert à la technique et préparés par Jeanne-Marie Roux, Avril Ventura, Mathilde Unger, Geneviève Méric et Adèle Van Rett. Adèle qui vous donne rendez-vous tout à l'heure comme tous les jours à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins où elle recevra David Moscovici, éditeur d'un livre important et indûment méconnu intitulé 1942 Convoi numéro 8.
Suite et fin déjà ce vendredi d'une semaine sur Aristote dans les nouveaux chemins de la connaissance. C'est la première du genre mais pas la dernière. Après Frédéric Werther venu lundi vous parler du caractère. Bernard Sicher venu mardi vous parler de Dieu. Annick Stevens venu évoquer la physique aristotélicienne. Francis Wolff et la politique d'Aristote. C'est Anne Merker que nos auditeurs ont déjà pu entendre à 2 reprises parler de Platon qui est aujourd'hui notre invité pour évoquer l'éthique à Nicomaque. S'il y a de nos activités, quelques fins que nous souhaitons par elles-mêmes, et les autres seulement à cause d'elles, et si nous ne choisissons pas indéfiniment une chose en vue d'une autre, car on procéderait ainsi à l'infini, de sorte que le désir serait futile et vain, il est clair que cette fin-là ne saurait être que le bien, le souverain bien. N'est-il pas vrai dès lors que, pour la conduite de la vie, la connaissance de ce bien est d'un grand poids, et que, semblable à des archers qui ont une cible sous les yeux, nous pourrons plus aisément atteindre le but qui convient? Bonjour Anne Merker. Bonjour. Bonjour, merci d'être là à nouveau dans les nouveaux chemins de la connaissance. C'est une joie de vous accueillir comme toujours. Vous dites dans un papier que vous consacrez à Aristote la chose suivante, dans une comparaison entre Platon et Aristote, que quand Platon inscrit l'insatisfaction au sein même de l'existence humaine, en faisant de celle-ci, dites-vous, une habitation atopique du monde, Aristote ménagera une satisfaction du désir de connaissance au sein du monde et des êtres qui nous sont proches. La vie humaine s'accomplit à nouveau dans la pensée, et la pensée est à nouveau une forme d'habitation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hormis le fait que c'est fort bien écrit, comme on dit. J'espère que c'est pas seulement bien écrit, mais qu'il y a effectivement une pensée de cette pensée. C'est la raison pour laquelle c'est bien écrit, naturellement. Allez-y, allez-y. La position platonicienne, on a déjà eu l'occasion d'en parler, et tourne entièrement autour de la question du désir, et le désir... Et en désir, c'est-à-dire du manque, en l'occurrence. Voilà, le désir, je le considère presque comme une faculté métaphysique, ou en tout cas qui a une dimension métaphysique, puisque c'est la faculté de l'âme qui a part d'une certaine manière au non-être, en tout cas à l'absence. Et toute la question, c'est celle de la satisfaction de ce désir. Y a-t-il possibilité de satisfaction, et qu'est-ce qui satisfait le désir? En sachant que l'origine du désir, la source du désir, c'est l'absence de quelque chose qui n'est pas seulement absent, mais qui manque, c'est-à-dire qui fait défaut. Et à partir de ce défaut, eh bien, il nous faut quelque chose. Et c'est au terme de cet élan, il nous faut quelque chose, on tend vers ce qu'il nous faut, qu'il peut y avoir satisfaction. Dans la perspective platonicienne, tout ce qui est à notre portée est lui-même touché par un certain non-être. Il est censé s'en devenir, et devenir, c'est ne plus être ce qu'on était, c'est ne pas être encore ce que l'on va être. Toi-même, à tout instant, tu diffères de toi-même. C'est ce que Socrate dit à Théétète. Exactement, donc il y a cette différence d'avec soi, il y a cette dissolution, cette manière de se défaire, et donc le seul objet véritablement consistant qui puisse satisfaire un désir qui est en manque et qui souhaite dépasser le manque, c'est quelque chose qui est en soi et par soi. Et ce qui est en soi et par soi n'est pas ici-bas. Et ce sont des formes intelligibles, non pas dans un monde intelligible, il n'y a pas deux mondes chez Platon, mais enfin c'est quelque chose qui n'est pas là, à notre portée. Il n'y a pas deux mondes chez Platon, Anne Merker, mais il y a le goût de l'absolu. Absolument, il y a un goût de l'absolu et surtout de l'éternel et de ce qui ne devient pas autre que ce qu'il est et qui a une permanence. Mais comment résoudre l'impasse du désir? Donc on y vient, justement, voilà. La question que je vous posais. Comment résoudre l'impasse d'un désir qui s'épuise dans des satisfactions provisoires, alors qu'en fait, faute de s'avouer à lui-même qu'il recherche quelque chose qui le contenterait véritablement et qui, par définition, ne peut pas se trouver dans les fruits que nous propose la réalité sensible? Comment résoudre une telle impasse autrement que par le goût de l'absolu? Comment Aristote parvient-il à penser ce qu'il appelle le souverain bien au début de l'éthique à Nicomaque, c'est-à-dire quelque chose finalement dont l'obtention n'épuiserait pas le désir?
Alors, la résolution chez Platon, elle n'est jamais totalement aboutie. En tout cas, elle ne peut pas se faire tant qu'il y a une relation avec le corps. Alors maintenant, la question aristotélicienne de la satisfaction du désir, puisque finalement, le passage que vous avez lu en ouverture, et c'est un passage d'ouverture de l'éthique elle-même, telle qu'on la possède aujourd'hui, c'est vraiment la question de la satisfaction du désir. Et Aristote, dans le début de l'éthique à Nicomaque, nous dit il doit exister. En fait, il commence par procéder au constat, ou en tout cas à l'établissement de l'existence de son objet. Dans une démarche, je vais reprendre un côté un petit peu plus épistémologique, Aristote dit toujours on ne peut pas savoir ce qu'est une chose si on ne sait pas déjà qu'elle est, le fait qu'elle est. Donc toute la démarche d'Aristote dans ce début de l'éthique à Nicomaque, ça consiste à dire il existe un bien ultime qui est traduit par le souverain bien. C'est une traduction que personnellement je n'aime pas tellement parce que je trouve qu'elle donne trop de majesté à la chose et parfois avec la majesté on recouvre un peu la réalité concrète. C'est simplement un bien ultime qui met fin à cette poursuite qu'est le désir, qui tend vers ce qui lui fait du bien. Ce bien ultime est pensé par Aristote comme accessible dans le temps de la vie. Voilà, alors j'y viens. Donc c'est la question de cette satisfaction par cet objet. Et Aristote nous dit le bien ultime, c'est-à-dire un bien qu'on ne prend pas pour atteindre encore un autre bien, puis encore un autre bien. C'est pas tellement la notion de choix comme dans la traduction de Trigo que vous avez lue, qui par ailleurs reste une bonne traduction, mais c'est la notion de prise. On ne prend pas, tout bien n'est pas pris pour atteindre par son moyen un autre bien. Autrement dit, il doit exister un bien qui est bien en soi et par soi et qui est une fin ultime. Et cette fin ultime, précisément, c'est celle qui arrête le cheminement du désir. Alors, Aristote nous dit ça doit exister, sinon le désir serait vain. Donc, j'aime beaucoup cette petite phrase qui paraît un peu innocente ou peut-être un peu osée, mais qui présuppose toute une conception de la nature, à savoir que la nature ne fait rien en vain. Donc, si la nature inscrit en nous du désir, si le désir est cette tension qui nous fait poursuivre ce qui nous manque et qui nous fera du bien, nous rendra complet et qui nous fait fuir ce qui nous fait du mal, si la nature a inscrit cette dynamique en nous, la nature ne l'a pas fait en vain. On n'a pas assez parlé, tiens d'ailleurs, du finalisme aristotélicien et du fait que la nature ne faisait rien en vain. Mais l'idée, le raisonnement selon lequel, s'il ne trouvait pas à se satisfaire, le désir serait vain, me fait penser, dites-moi si cette analogie est pertinente, à un passage fameux de la métaphysique d'Aristote, un passage dont on aurait pu parler, dont on n'a pas parlé avec Bernard Sicher, qui se trouve de mémoire en métaphysique Gamma 4, dans lequel Aristote envisage la possibilité d'une régression à l'infini. Il dit il faut bien s'arrêter quelque part, un ankestena, il faut bien s'arrêter quelque part, car sinon on régresserait à l'infini. Il faut donc tenir bon sur un certain nombre de principes qui en eux-mêmes ne peuvent pas être démontrés. Est-ce qu'il en va ici de la même chose, du même raisonnement par rapport à la nature du désir? Au fond, il faut bien s'arrêter quelque part parce que sinon on peut rien connaître, il faut bien s'arrêter quelque part parce que sinon le désir est vain. Oui, c'est la même logique, c'est-à-dire dans la recherche, dans l'ordre de la recherche, effectivement, il faut s'arrêter quelque part parce que ce point où l'on s'arrête, on en a besoin comme principe, c'est-à-dire comme commencement dans l'ordre de la connaissance elle-même et dans l'ordre des choses. Donc il y a quelque chose de similaire ici, non plus dans le domaine théorique, comme c'est le cas dans la métaphysique, mais ici dans le domaine pratique et dans le domaine éthique. À savoir que le bien, c'est la fin, c'est un principe pour le désir, et s'il n'y avait pas un commencement dans ce principe, si ce principe n'était pas lui-même un commencement, ça ne commencerait jamais. La phrase d'Aristote, anankestena, il est nécessaire de s'arrêter, ça veut dire en fait il est nécessaire qu'il y ait un commencement en réalité. L'arrêt dans l'ordre de la recherche, c'est le commencement dans l'ordre de la genèse des choses, de l'engendrement des choses. Donc il faut bien que ça commence quelque part, et donc le désir, c'est une faculté toute particulière qui est mise en mouvement, qui a une phase passive et qui est mise en mouvement par la fin. Et la fin est certes, comme son nom l'indique... La fin, c'est FIN ici, hein ? Oui, tout à fait. La fin est, comme son nom l'indique, le terme, c'est-à-dire ce qui vient après. Le désir le poursuit l'objet qu'il désire. Enfin, l'animal poursuit par le désir l'objet qu'il désire. Et cet objet est atteint
à terme, au terme. Mais en réalité, l'objet est au commencement. Et ça, c'est vraiment toute la pensée aristotélicienne du désir, bon, qu'on a en fait déjà chez Platon, mais peu importe. Toute la pensée aristotélicienne du désir, c'est que le commencement, c'est la fin. Et la fin, dans le cas du désir, c'est le bien. Et y a-t-il un premier commencement, une première fin? Oui. Enfin, une fin ultime plutôt, ou un premier commencement? Oui, parce que sinon, il n'y aurait pas de commencement, même de motricité, de mise en mouvement du désir. De sorte qu'il n'y a pas de condamnation a priori du désir chez Aristote, bien au contraire. Mais il y a, le désir peut-il, ou sous quelles conditions, comment le désir s'égare-t-il chez Aristote? Y a-t-il l'idée chez Aristote, au fond, l'idée alors proprement platonicienne, d'un désir qui se fourvoie, qui, prenant des vessies pour des lanternes, ou des lanternes pour des vessies d'ailleurs, s'égare dans la recherche qui est la sienne et prend son symptôme pour sa cause? Il y a tout à fait possibilité d'égarement, parce que d'abord le désir est pensé en termes de mouvement, et je vais déjà repartir de votre question sur la condamnation. La question de la condamnation ne se pose absolument pas a priori sur le désir. L'approche d'Aristote, et même l'approche dans l'éthique, elle s'enracine d'abord dans une approche, on peut dire, biologique ou zoologique, entre guillemets. Le désir est d'abord appréhendé à travers la recherche de ce qui meut les animaux. Et c'est dans la recherche, c'est par la recherche de cette faculté motrice qui, d'après les analyses d'Aristote, fait une des spécificités de l'animal par rapport à la plante. La première spécificité, c'est la faculté sensorielle. La deuxième spécificité, c'est cette capacité d'initier un mouvement selon le lieu de son propre chef, c'est-à-dire de plein gré. Et c'est par la recherche dans le traité de l'âme qu'Aristote fait de la nature de cette faculté motrice qu'Aristote arrive à la faculté du désir. Ce qui nous meut, c'est le désir. On a aussi, en réalité, déjà cette pensée-là chez Platon, sauf qu'elle n'est pas articulée avec des termes de faculté motrice, etc. Mais le désir est source de mobilité. Alors, dans cette mobilité, il y a toujours possibilité de fourvoiement. Dès que vous êtes en chemin, vous pouvez ne pas atteindre la fin, qui est celle que vous pensez viser. Plus que ne pas atteindre la fin, ce qui à la limite n'est pas grave, prendre un mauvais chemin. Voilà, alors prendre un mauvais chemin, je vais quand même raisonner encore en termes d'objet et en termes de fin, parce que le désir, encore une fois, est une faculté qui a rapport au manque et qui tend vers quelque chose qui nous manque. Mais c'est cette faculté très, très étonnante. À chaque fois, d'une certaine manière, on désire ce qui nous manque, donc on ne l'a pas, mais il faut quand même bien qu'il soit présent d'une certaine manière. Il y a une présence de l'absence ou une absence de la présence. Donc il faut une faculté de représentation qui permette au désir de tendre vers quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas en nous et qu'on veut s'approprier, mais qui doit effectivement nous apparaître d'une manière ou d'une autre. Alors la question de l'apparaître apparaît là, précisément. Et dans l'apparaître, il y a toujours cette dualité de l'apparaître. L'apparaître, ça peut être simplement le paraître de quelque chose qui paraît ce qu'il est. Mais l'apparaître, c'est aussi une distorsion par rapport à ce qui est. Et vous avez cette double aspect, ce double aspect de l'apparaître de ce qui est bon, autrement dit de l'objet du désir, qui se donne particulièrement comme plaisir. Et Aristote dit plusieurs fois dans le traité de l'âme que le plaisir, ou plus exactement le plaisant, ce qui produit du plaisir, ce qui procure du plaisir, c'est du bien apparent. Et il faut l'entendre de deux manières, cette expression. Le bien apparent, c'est d'abord simplement le plaisir, c'est simplement le bien en tant qu'il apparaît à travers les organes des sens. Par exemple, j'éprouve du plaisir à manger, et il n'y a pas de question de fourvoiement ici, il n'y a pas la moindre question de condamnation ou de quoi que ce soit, il n'y a même pas de jugement moral. Le bon, le bien c'est le bon, il faut vraiment l'entendre comme quelque chose de bénéfique. Ce qui est bon peut apparaître à travers la sensation, et à ce moment-là, dans cette apparition, c'est le plaisant, ce qui produit en moi du plaisir. Mais il y a aussi une capacité du plaisir sensoriel à se présenter comme le bien total, comme parce qu'il y a une force de l'apparition par les sens, il y a une émotion du corps, enfin on le subit avec le corps, il y a un investissement du corps, il y a quelque chose de très fort et très prégnant, et le plaisir peut devenir, même sous la plume d'Aristote ou son calame, le plaisir peut devenir un bien apparent trompeur entre guillemets. Ce qui est merveilleux quand on